Engel. Think of You, le podcast de musique à l'image présenté par Antoine Leguerne et Raphaël Fruchard. Bonjour et bienvenue dans Think of You, un podcast où nous parlons musique à l'image avec des compositeurs, des réalisateurs, des superviseurs musicaux. Et aujourd'hui, nous recevons l'actrice, productrice, réalisatrice, mais aussi femme d'engagement et de conviction, Julie Gaillet. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour Julie. Alors Julie, je te cache pas que ça a été très compliqué de faire un petit point rapide sur tout ce que tu faisais, parce que tu fais beaucoup de choses, tu es comédienne, tu as joué dans une 60aine de films, notamment Select Hotel, Les 101 nuits de Simon Cinéma d'Agnès Varda, un film qui a beaucoup compté pour toi. Ouais. Absolument, Marcello Mastroianni et Agnès Varda surtout, évidemment. Tu as également joué dans Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier. C'est vrai que j'aime bien aller vers de la comédie, donc C'est quoi cette famille, C'est quoi cette mamie, Delphine arrive en zéro, donc on me connaît côté comédie, et aussi des films d'auteur, donc j'aime bien, c'était Clara et moi par exemple, ou comme une actrice récemment, Un baiser s'il vous plaît d'Emmanuel Mouret, enfin voilà, j'aime bien passer de l'un à l'autre, et donc... Encore une fois, on a souvent dit, mais qui est Julie Gaillet ? On va l'apprendre, voilà. on espère en apprendre un peu plus, c'est tout le but de te recevoir aujourd'hui. En 2009, si je ne dis pas de bêtises, tu crées la Société Rouge Internationale, avec laquelle tu as produit ou coproduit une vingtaine de films documentaires, fiction, notamment Grave, de Julia Ducournau. En fait, j'ai monté Rouge International en 2007. Et ça a été presque 12-13 ans, puisque là, je l'ai mise en veille depuis le Covid. Ma petite société a connu la crise. C'est pas la seule, je te rassure. Mais j'ai produit effectivement plus d'une vingtaine de films, dont Grave de Julia Ducournau, L'insulte de Ziad Doueri, ou en coproduction, parce que j'aimais beaucoup faire ça aussi, comme Visage Village avec Rosalie Varda. Mais c'était surtout l'idée de faire des films, puisque ça s'appelait Rouge International, pour l'international ou de réalisateurs étrangers. Donc on a produit des films chiliens, slovènes, de toute nationalité, argentins. On a fait beaucoup de films comme ça, de recherche ou de films internationaux. Et alors ça ne te suffisait pas, donc tu t'es mise à réaliser avec Mathieu Busson. Tu as réalisé donc une série de documentaires. Alors j'ai un peu de mal avec les noms, je vais te laisser je vais te laisser en parler. T'as Cinéaste, puis Cinéaste X. En fait, c'est Cinéaste E entre parenthèses, Cinéaste E barré, donc bon, effectivement, c'est pas si facile à prononcer. Et Film Make Hers, dans le sens de elle, donc à l'international. Oui, effectivement, sur la place des femmes, dans le cinéma. C'était à l'époque, en 2011, quand on l'a fait, pas vraiment un sujet. Et puis, il y a eu 2017, MeToo, l'affaire Weinstein, et là, on a été un peu percuté par ça. Donc, on a continué, on en a même fait un livre, et là, on vient de co-réaliser notre première fiction ensemble sur Olympe de Gouges. Absolument, qui va être diffusée sur France 2. France Télévisions, voilà, France 2. Super. Ça s'appelle Olympe, une femme dans la Révolution. Et c'était magique. Donc, c'est ma vraie première réalisation de fiction. Est-ce qu'il y a une date de diffusion prévue déjà ? Eh bien, ce sera en 2025, parce qu'ils ont beaucoup aimé le film. Donc, c'est très dur, parce qu'on ne peut pas accoucher, tu vois. Il y a ce truc où on a envie que tout le monde voit le film. Mais on va aller dans pas mal de festivals, dont Angoulême. Dominique Besnéard et Marie-France Brière l'ont sélectionné parce qu'ils prennent une fiction télé, seulement une. Et alors là, vraiment, coup de bol, c'est la nôtre. C'est pas le bol en général. Et puis après, la fiction télé, La Rochelle, les rendez-vous d'histoire de Blois pour les profs d'histoire. On va faire beaucoup d'actions pédagogiques. Moi, je voulais vraiment que ce film soit fait pour France Télévisions, pour le service public, pour aller dans les collèges et les lycées. Poser un petit peu cette question pour ça, parce que ma fille passe son bac français et elle aurait bien aimé que ce soit diffusé avant, mais ce sera pour l'année prochaine. Ce sera pour l'annne prochaine. Je peux t'envoyer un lien. Écoute, voilà, mais non, parce que Olympe de Gouges et la déclaration de citoyenne est au programme. Absolument. En fait, Olympe de Gouges, elle était au programme l'année dernière, cette année, et elle le sera encore l'année prochaine, pendant 3 ans, effectivement pour la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. On espère qu'elle va devenir une vraie figure dans les livres d'histoire, quoi, maintenant. Parce que c'est une femme politique très importante. On la résume beaucoup à la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Mais en fait, elle était aussi, j'allais dire, dans cette lutte intersectionnalité, c'est-à-dire elle avait écrit une pièce de théâtre contre l'esclavage, elle faisait partie des Amis des Noirs, voilà, c'était pour elle un autre type d'esclavage, et les femmes font partie d'une sorte d'esclavage pour elle. Donc, c'est ça qui est intéressant par rapport à aujourd'hui.
Et d'ailleurs, dans tes films cinéastes, c'est là où tu réalisais qu'il y avait 20% seulement de femmes qui réalisaient, et qu'à l'étranger, c'était encore pire que ça, c'est-à-dire que c'était du 3-4%. C'est ça que tu disais, hein? Ouais, alors en fait, au moment où on a commencé le film, c'était très bas, et puis ça a augmenté, on est peut-être à 27% de réalisatrices. Moins pire que dans la musique, puisqu'en musique à l'image, je crois qu'elles sont 6 ou 7%, c'est vraiment très très petit. Et surtout, à la télé, en fiction télé, chez France Télévisions, il n'y avait que 8% de réalisatrices. Et Delphine Ernotte est arrivée en disant, mais si le cinéma fait 27%, c'est-à-dire plus ou moins 30%, ce qui est quand même le chiffre où ça, tu sais, c'est une espèce de plafond de verre, on n'arrive jamais à augmenter, on a l'impression qu'il y en a assez, mais en fait, elles sont quand même minoritaires, alors qu'elles sont 50-50 dans les écoles. C'est pour ça que le collectif s'appelle 50-50, le collectif qui essaye d'œuvrer pour plus de femmes et de parité et d'égalité dans le cinéma. Delphine Ernotte a décidé de faire ses quotas. Elle est arrivée à 30%, puis elle a été renommée. Et ça, c'était historique. C'est la première fois qu'une femme est renommée à la tête de France Télévisions. Et là, elle a dit, si on a su faire 30%, on est capable de faire 50%. Et aujourd'hui, il y a 47% ou 48% de femmes dans la fiction télé chez France Télévisions, de réalisatrices avec les documentaires aussi. Donc ça, c'est assez énorme. Mais effectivement, partout ailleurs, c'est une catastrophe dans le monde. Même aux États-Unis, on dit 10%, mais en réalité, 10%, quand on regarde les budgets de moins de 4 millions, mais dès qu'on est dans les très gros budgets, elles sont 3%. Et est-ce que c'est en train d'augmenter aux États-Unis et dans les autres pays un petit peu ou Eh bien, ça stagne. Ça stagne? Non, ça n'augmente pas, c'est ça qui est fou. Et on ne parle pas encore de l'Asie, où parfois c'est compliqué. En Corée, il y a très 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 peu de réalisatrices. Donc non, ça n'augmente pas, d'où l'importance d'œuvrer, d'avoir des modèles, des rôles modèles. D'où l'importance de ce collectif 50-50 dans lequel tu es extrêmement impliqué. Oui, et puis d'avoir cette présidente de Cannes, Greta Gerwig, qui a fait Barbie, de ces films qui racontent aussi un peu avec humour ce patriarcat qui plombe les femmes dans le monde du travail. Alors, on parlera un petit peu tout à l'heure du festival, bien sûr, que tu as cofondé, Les Sœurs Jumelles, avec Delphine Paul et Éric Debègue. Mais Antoine, on va peut-être commencer d'abord par parler un petit peu cinéma. Mais voilà, on va parler cinéma, on va parler musique, puis on va parler musique et cinéma à un moment. Enfin, on va regrouper ce couple que tu aimes tant et auquel tu consacres beaucoup de temps avec donc, le festival Sœurs Jumelles. Pour la partie cinéma, peut-être on peut commencer par le début. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment l'envie de devenir comédienne t'est venue ? Ça fera le lien tout de suite, parce qu'en réalité, j'ai commencé par la musique. C'est par la musique que je suis arrivée au cinéma. J'étais chanteuse lyrique. Je chantais 3 heures par jour, tous les jours. Et un jour, j'ai eu envie j'interprétais plutôt Barberine dans Les Noces de Figaro. Et le personnage est désespéré, elle perd à un moment une épingle, et là j'avais vraiment envie d'incarner, j'étais complètement désespérée, je jouais le rôle, et je me mets à pleurer, et je me rends compte qu'on ne peut pas chanter et pleurer. C'était comme si on joue à être triste, mais être complètement dedans, c'était pas possible. Et ça a été une vraie révélation, et mon professeur de chant que j'adorais me dit, non, ça, c'est la porte à côté, c'était les cours de théâtre, donc j'ai poussé cette porte, et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est vraiment cette chose entre le action et coupé, où on est 100% le personnage, à 200%. On devient quelqu'un. Et du coup, tu étais chanteuse lyrique, donc ça veut dire que tu pratiquais ce métier. En amont de ça, comment l'envie de faire de la musique est venue alors ? Alors, la musique, c'est venu parce que mes parents ne jouaient pas d'instrument, et je crois qu'ils étaient très frustrés de ça. Donc, mon père avait dit, mes enfants feront de la musique. Il nous avait inscrit à un cours de piano. Mais moi, j'étais dyslexique. Je suis dysgrammaticale. Je suis gauchère. Enfin, une catastrophe. Je suis dis-tout. Et donc, pas du tout quelqu'un qui est dans le solfège, dans le côté écrit, mais vraiment à l'oreille. Et à l'époque, c'était des formations très classiques. Le piano, c'était quand même très pénible. J'ai pas, en tout cas, eu la chance d'avoir un prof de piano qui me faisait faire des accords et un peu plus de jazz. Moi, j'étais vraiment dans la formation solfège, les gammes. Clé de sol, clé de fa, les gammes et tout ça. Voilà. Interprétation du répertoire. Voilà. Ouais. Et ça ne m'a pas emballée, je vais dire ça comme ça, mais je bâillais et j'avais beaucoup de mal. Pourtant, j'aimais la musique. Jusqu'à ce que je découvre que ma prof de piano donnait des cours de chant. Et là, je me dis, mais effectivement, quand on chante, c'est tout de suite de la musique.
C'est-à-dire que je me suis mise à faire des gammes avec ma voix, ça m'a paru hyper ludique, et j'ai adoré ça, et j'avais la chance d'avoir une jolie voix. Bon là, elle est devenue un peu plus grave avec les années, mais... il est tôt, il faut préciser que... Et il est tôt, et elle reste jolie. Tu chantes plus aussi haut, mais tu dois chanter toujours aussi très bien. Et on est fatigué, mais normalement, j'avais une voix assez jolie. T'es quoi, c'était de soprano? Ouais, j'étais mezzo-soprano, mais j'avais une assez large tessiture, et puis j'aimais vraiment ça. C'était un plaisir inouï, donc ça a été une révélation. Donc je me suis mise à chanter, et là j'ai plus jamais cessé. J'ai arrêté le piano très vite, ça a été terminé, même si je regrette parce que j'aurais aimé. Et après, je me suis rendu compte que ça, on le perd pas, quoi. Cette oreille, elle est là à vie, et ça a toujours été un peu ma façon d'aborder les rôles, de passer par la voix. Alors c'est intéressant, on en parlera après ça tout à l'heure. Ça, c'est une question relativement importante, justement. Quand tu attaques le cinéma, Antoine te demandait quelles avaient été tes aspirations, comment t'en étais arrivé à la musique. Quand tu attaques le cinéma, est-ce que tu as, pareil, des personnes, des rôles, des acteurs, des actrices qui sont des idoles pour toi, auxquelles tu as envie de t'identifier? Oui, j'avais une passion pour, je pense, Jeanne Moreau ou Romy Schneider. Et Jeanne Moreau chantait d'ailleurs des femmes qui étaient dans l'énergie, ou Simone Signoret, dans l'émotion. Je crois que c'est un peu comme j'aimais énormément la Calas, pour cette émotion, et pas pour la technicité, pour le vraiment plonger dans un rôle. Donc ça, c'était un peu mes modèles. Et en même temps, je ne connaissais pas du tout le cinéma. J'avais une famille qui n'était pas forcément cinéphile. On allait voir un film par mois. C'était plutôt des gros blockbusters américains. Moi, en plus, je suis la génération du film de genre. Donc j'aimais Star Wars, j'aimais les films, Shining, Alien. Enfin bon, c'était vraiment mon cinéma. Et j'ai eu la chance de rencontrer Agnès Varda. C'est pour ça aussi que ça a été une très grande rencontre. C'est qu'elle m'a complètement fait ma cinématographie. Elle m'a montré les films de Buñuel, Fellini. On s'est rencontrés pour un film qui s'appelait Les 101 nuits de Monsieur Cinéma, sur le centenaire du cinéma. Donc je regardais des films, j'en ai mangé. Et là, j'ai compris l'importance de l'histoire du cinéma, et de voir que même dans les films muets, il y avait une modernité folle. Et ça a été tout à coup un pan... aussi une ouverture au cinéma mondial, parce qu'Agnès Varda m'a emmenée à Cannes pour la première fois, m'a emmenée à Los Angeles. J'ai compris cette chose du cinéma qui n'a pas de frontières. J'étais pas du tout dans ce cinéma français très tôt. J'ai eu envie, je suis partie à Londres, des Select Hotels. J'avais envie de... Enfin, je n'ai jamais abordé non plus le cinéma comme... quelque chose de franco-français. Pour moi, c'était une œuvre, voyage, et j'ai fait le tour du monde, et c'est ce qui nous rassemble, quoi. C'est comme la musique. La musique, c'est universel. L'image, c'est universel. Donc, il y a peut-être aussi ce lien-là avec la musique. C'est sans frontières, quoi, vraiment. T'as eu la chance de passer du temps avec elle plus que sur le tournage, du coup, c'est ça? Ce que je comprends, c'est que elle t'a accompagné, ou en tout cas, vous vous êtes côtoyés au-delà du tournage et Agnès, c'est un peu... c'est la famille, quoi. C'est-à-dire qu'elle t'embarque dans sa famille. Elle avait une salle de montage chez elle, ses bureaux chez elle, rue Daguerre, qui lui permettait une indépendance, en fait, qui lui permettait d'être libre et de faire ses films. Parce que malgré tout, c'est une industrie, c'est compliqué parfois de financer des films. Et elle voulait être libre comme une artiste. Donc c'est aussi ce biais-là. Et c'est probablement pour ça que j'ai eu envie de produire des artistes, pour moi, c'est-à-dire des réalisateurs qu'on appelle cinéma d'auteur, mais des réalisateurs qui te montrent le monde différemment et qui réinventent la mise en scène et qui cherchent une nouvelle façon de réaliser, de s'exprimer, exactement. Et ça a été... une grande chance. J'ai assisté au montage, elle m'a autorisée à être là, donc je triais le chutier, ce qu'on appelle le chutier, parce qu'à l'époque, on sur des bobines, coachait. Donc il y avait ces grandes chutes de négatifs, de pellicules dans des bacs que je remettais et je la regardais. À l'époque, ça prenait du temps, ce côté scotché, copié. Donc ça me permettait de regarder le montage. J'ai rencontré Nicolas Becker qui faisait du son à l'époque, donc j'ai fait un peu de perche avec lui. C'était assez incroyable. Nicolas Becker, c'est un designer oscarisé, quand même. Voilà, qui est venu du coup à Sœurs Jumelles, parce que comme on a ce lien très proche.
j'ai vraiment embrassé ce métier avec aussi le son, le montage, la lumière. Je regardais, j'avais beaucoup de chance parce que c'est Éric Gauthier qui faisait la lumière des 101 nuits, donc je regardais ce que faisaient les électros. Ça m'a vraiment tout de suite passionnée, tous les aspects de ce métier, et j'étais pas du tout... Puis même les festivals, les tournées dans toutes les salles, les festivals internationaux, je me souviens d'aller à Taïwan avec Agnès Varda, j'ai voyagé, quoi. Le film a vraiment fait le tour du monde. C'est marrant parce que tout de suite, quand tu parles du cinéma et même de tes débuts, tu as tout de suite eu envie de rencontrer tous les métiers du cinéma et tu as tout de suite eu cet intérêt et cette curiosité pour l'ensemble du métier et pas que pour ce travail de comédienne. Mais je sais pas d'ailleurs si c'est pas venu de ma formation. Je pense que dans la musique, on est un tout petit peu plus tous ensemble. Après, j'ai fait l'école du cirque pour apprendre à marcher sur un fil de fer pour un film, et je suis restée à l'école du cirque. Et là, j'ai vu ce côté, on monte le chapiteau, on vend les crêpes à l'entracte, et en même temps, on travaille, on a cette espèce de show. Il n'y avait pas de hiérarchie. Donc, je suis vraiment... Et comme Agnès, elle fonctionnait comme ça en famille, on partait... Enfin, moi, j'ai vraiment vécu pendant 3 mois, 4 mois avec Agnès Varda, et j'ai jamais abordé ce métier de manière hiérarchique et comme si j'étais une actrice qu'on venait me chercher, surtout avec Marcello Mastroianni, parce que j'en parlais tout à l'heure, mais pourquoi je dis que c'est une rencontre? Parce qu'il y avait quand même des acteurs fabuleux sur ce tournage. Il y avait Michel Piccoli, enfin, j'ai vu à peu près toutes les stars, tout le monde passait sur ce film complètement fou. Il y avait Belmondo, Delon, Catherine Deneuve, Sandrine Bonner, je peux même pas vous citer Lolo Brigida, il y en avait tellement. Il y avait toutes les stars du moment. Il y avait vraiment beaucoup de monde, mais Marcello Mastroianni, la différence, ou en tout cas la rencontre, elle a été dans sa... simplicité, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, mais il considérait, et j'adorais ça, que le métier d'acteur, c'était quand même hyper privilégié, quoi. C'était quand même hyper facile. C'est-à-dire qu'on vient nous chercher le matin, on nous donne un café, alors que la cafetière est à peu près 5 mètres, on est aux petits soins, toute la journée on nous dit qu'on est beau, qu'on est belle. Enfin, lui, il disait, c'est quand même... facile, et j'étais assez d'accord avec lui. Il déjeunait avec toutes les équipes, il n'avait pas du tout cette attitude... Il avait ce côté simple, familial, que tu apprécies particulièrement. Oui, j'aimais bien l'idée, en fait, c'est pas une idée, j'ai vraiment perçu avec Marcello quelque chose qui m'était cher, qui était, nous sommes tous humains, et ce n'est qu'un jeu, et on a la chance de faire ce métier, d'être là, et donc d'apprécier chaque moment, et de ne pas être... Voilà, pas forcément avec une vision carriériste, parce qu'il disait aussi, c'était juste, qu'il avait fait 170 films quand je l'ai connu, mais que peut-être que les gens étaient capables de citer 10 titres, 20 titres de films avec lui. Il disait donc, tu vois, sur 170, autant te dire que n'écoute personne, écoute ton instinct. Si tu as envie d'aller faire de la télévision, moi, quand j'ai commencé le cinéma, c'était comme sous-art. Le grand art, c'était le théâtre pour les acteurs. Et puis, tu vois, le cinéma est devenu un art. Et la télévision, c'était à l'époque où moi j'ai commencé, c'était vrai, Marcello avait raison de me le dire, mais c'était considéré comme un peu en dessous du cinéma. Aujourd'hui, avec les séries, tout a explosé. Qu'importe, quoi. Il m'a dit, donc n'écoute personne, écoute ton instinct. Je dois dire que ça a été un très très bon conseil, puisque je n'ai jamais écouté personne. Donc je passais de la comédie à la télé, au cinéma. J'ai décidé que... De suivre ton instinct. Je suivais mon instinct. Et alors j'ai une question par rapport à ça, par rapport à l'instinct justement, et pour revenir un petit peu sur la musique aussi, qui est quand même le sujet. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de jouer dans une scène, et quand tu la voyais après à l'image, avec une musique dessus, de te dire, mince, j'aurais bien aimé avoir la musique avant ou pendant que je jouais la scène pour m'aider à exprimer mon émotion, pour avoir plus de facilité à le faire? J'ai parfois utilisé des musiques pour trouver de l'émotion, moi. En travail en amont, tu veux dire? Ouais, en amont, ou même juste avant la scène, au maquillage, pour me mettre dans une ambiance, dans une énergie. Ça m'est arrivé souvent. Mais des réalisateurs aussi qui te donnaient de la musique avant. Donc ça, c'est assez formidable. Chabi Molia, sur 8 fois debout, je me souviens, m'avait donné la bande-son. Ou inversement, Clara et moi, il y avait une chanson dans le film qui était une chanson assez importante, parce que c'était notre rencontre. Ça faisait un peu comédie musicale à ce moment-là dans le film. On switchait sur les deux personnages se mettent à chanter et danser. Évidemment, venant de la musique, c'était génial pour moi. Mais
comme j'avais arrêté de chanter, je m'étais toujours dit, je chanterais dans les films, puisque finalement, j'aurais la voix du personnage. Donc, je prenais la voix du personnage pour chanter. J'avais joué dans un film de Nathalie Schmitt avec Clovis Cornillac. On avait enregistré 12 titres, il y avait beaucoup, beaucoup de chansons. Mais mon personnage, elle parlait comme ça. Donc, je chantais avec la voix de ce personnage. Et ça, c'était encore plus passionnant pour moi, comme chanteuse, d'avoir cette contrainte supplémentaire de me dire « Ok, donc ça, c'est mon personnage et je vais chanter comme mon personnage. » Mais est-ce que je ne voulais plus, moi, chanter. Tu nous disais tout à l'heure que c'était très difficile de chanter en véhiculant une émotion. Tu pouvais pas pleurer, par exemple. Et quand tu fais ce genre d'exercice sur ce personnage-là, où tu as cette petite voix toute fluette, tu arrivais à exprimer les émotions que tu pouvais tout en chantant ? Ça n'était pas dans du chant lyrique non plus. Oui, et d'autant plus que même si la voix déraillait, ça faisait partie du film et ça faisait partie de l'émotion du personnage. Donc là, je jouais avec ça et ça me paraissait plus juste. Et peut-être que j'aurais dû aller vers le rock d'ailleurs, plutôt que le chant lyrique. Et ça aurait été possible. Mais comme je faisais du chant lyrique et que j'avais une énorme exigence par rapport à ça, le jour où j'ai décidé d'arrêter de chanter, je devais avoir 20 ans, 21 ans, je n'ai plus jamais chanté. Moi, dans ma vie. C'était plus un métier. Donc, c'est plus un métier. Même chez toi, quand tu... Voilà. C'est comme si tout à coup, j'avais fermé la porte en me disant, j'ai trahi la musique. J'ai vraiment vécu comme ça. Mais tu chantes même pas, tu parlais de rock, tu disais j'aurais pu me tourner vers le rock, tu chantes même pas, t'entends, tu chantes pas, t'as pas une petite chanson dans la tête qui, comme on a tous le matin, parfois on se dit merde. Mais je prenais ça tellement au sérieux que j'avais pas envie de m'amuser avec ça. D'accord. Ou alors au travers des personnages dans les films. Puisque ce n'était plus toi. Ouais, voilà, parce que c'était plus moi, parce que j'étais derrière un personnage et donc je pouvais m'amuser et puis ça faisait sens avec le personnage. Aujourd'hui, j'ai l'impression de me réconcilier avec cette partie de moi. Et c'est ça que j'aime dans Sœurs Jumelles ou le festival, de faire se rencontrer ces deux mondes que j'aime tant. Ça a été quand même une vraie blessure. Là, récemment, d'ailleurs, parce que Maxime Le Forestier va venir à Sœurs Jumelles et il me dit « Je voudrais te présenter mon professeur de chant. Je suis sûre, Julie, que tu devrais... » Je crois qu'il essaye, en tout cas, de me faire rechanter. De te faire remettre un pas sur la scène, sur le chant. Là, en ce moment, j'ai envie. J'ai assez envie de me remettre à chanter. Peut-être pour 2025, tu partageras peut-être la scène avec quelqu'un en 2025. Alors non. 2026. Mais au moins pour le plaisir. Pour le plaisir et de m'en amuser. Parce que je crois que je l'ai pris trop au sérieux. Et puis tu devais aussi avoir d'ailleurs d'autres amours que la musique classique, peut-être quand même quand tu étais jeune aussi, et encore aujourd'hui. Tu as eu d'autres familles musicales ou d'autres Alors oui, albums énormément. de chevet et d'autres influences. D'abord parce que j'ai fait une partie de ma formation à Londres, donc je faisais beaucoup d'allers-retours en Angleterre comme comédienne. Quand j'ai découvert l'acteur studio, ou en tout cas l'idée d'une autre méthode que celle que j'avais plus classique en France, je suis partie très souvent en Angleterre. Et là, c'était bien avant que ça n'arrive en France. J'ai complètement... ça a été pour moi une révélation, l'électro, la house music à l'époque. Et alors vraiment, c'est surprenant, mais... Pourquoi c'est surprenant ? Une révélation. Parce que les gens ne s'attendent pas à ce que je dise j'étais fan d'électro. On a souvent ce lien-là, oui, effectivement. Mais pour moi, c'est une association. C'est comme surtout la house à l'époque, il y avait des percus, c'était un tout petit peu moins techno et bam, bam, bam. C'était moins le côté, je dirais allemand ou Detroit. C'est quelque chose qui te touchait émotionnellement, corporellement, qui te faisait vibrer. C'était comme... C'est cette idée du sample, c'est-à-dire cette idée de prendre le passé, de le mâcher, de l'intégrer et de le redécouvrir, de le modifier. Il y avait quelque chose de très physique. Oui, je suis d'accord aussi dans les basses. C'est aussi pour ça que là, au Festival Sœurs Jumelles, avec Damien Cantar, qui a fait ces gilets Sandix qui vibrent, qui sont très fins, qu'on porte et qui permettent d'écouter, de sentir la musique dans son corps. Je trouve que c'est une nouvelle façon d'écouter. Je suis sûre qu'on écoutera la musique avec ces gilets dans le futur, parce que c'est une autre façon de la ressentir. Probablement que ça allait avec le chant, parce que quand on chante, ça vibre en nous. Et moi, ça, c'est une des choses que j'aimais le plus dans le chant. C'était aussi cette expérience physique. C'est complètement, le terme, ce serait transcendant. Il y a quelque chose de la transcendance. C'est vraiment, on a tout son corps qui vibre et on sort d'une séance de chant complètement léger. Non, pas épuisé. Pas vidé, en tout cas. Non, pas vidé, pas épuisé, au contraire, enrichi. C'est pour ça que la musique soigne, permet d'aider. C'est que quand on chante, je crois que c'est utilisé d'ailleurs
aujourd'hui, sûrement vous avez dû en voiture, en famille, chanter. Pour le mal de mer, le mal de voyage, je crois que le mal de mer, si vous chantez, vous respirez, ça passe. Et aujourd'hui, pour les soins palliatifs, les soignants utilisent la musique comme pour apaiser. Ouais, comme un vrai soin. Alors ça, j'en suis convaincue. On devrait tous chanter, ça fait un bien fou. Danser, oui, alors après ça dépend. Je peux te garantir, ça peut faire du mal aux autres. Ça peut faire du mal aux autres. C'est-à-dire qu'effectivement, je peux me faire du bien. Mais ça peut te faire du bien. Oui, mais enfin, à quel prix? C'est-à-dire que tout seul éventuellement. Pardon, je t'en prie. Je reviens juste une seconde aussi. Tu parlais de house music. Tu as une connexion avec Mia Hansen-Løve. Vous avez travaillé ensemble? Alors vraiment, quand j'ai lu le scénario de Eden de Mia Hansen-Løve, ça a été une révélation. Donc j'étais pas la productrice et le producteur à l'époque avait du mal à monter le film parce que c'était très très compliqué. Et à cette époque, je dis alors si je peux t'aider en quoi que ce soit. Donc ça a été plutôt ça. J'ai plutôt été dans l'ombre de ce projet pour qu'il existe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est inspiré de la biographie de son frère. Sven. Voilà, Sven Love. Et voilà, donc c'est un film sur cette époque, sur la génération juste après la mienne, parce que moi c'est vraiment les années 80, donc c'était très tôt. Et je me souviens d'arriver en France, il n'y avait pas du tout de house, il y en avait un tout petit peu à la loco. Bon, ça ne nous rajeunit pas. Avec Eric Krug, on voyait traîner dans un coin Laurent Garnier, mais il n'était pas encore... vraiment, il commençait à peine à mixer. Puis on est dans les années quoi, là, à ce moment-là? 80? Ouais, 80. Il y a eu les Folies Bergères, il y a eu le Rex... Moi, j'ai fait l'ouverture du Rex Club. Mais le Rex Club, c'est quasiment quand moi, j'ai arrêté. Avec Antoine, on a fait les fermetures, nous, plutôt. J'allais écouter, mixer des groupes, Donc tu es très, très musique live. T'aimes écouter de la musique, mais j'imagine que t'aimes beaucoup aller dans des concerts, t'aimes beaucoup la musique vivante, le live. Oui, alors comme je viens de la musique classique, ce qui est assez fou, c'est que j'aime autant l'opéra que l'électro et réellement presque toutes les musiques. C'est-à-dire que pour moi, aussi avec l'âge, mais j'écoute tout. J'aime tout, je suis très curieuse, tous les styles de musique. Il va y avoir MC Solar qui est à Sœurs Jumelles, mais moi, MC Solar, Caroline, ses premiers albums, ça a été waouh, une claque. Mais que ce soit le rap ou encore IAM, qui était la première année, il y a 2 ans, il est venu à Sœurs Jumelles. J'aime le rap comme le Airbnb, le jazz, passion absolue, quoi. Donc c'est assez large. T'écoutes beaucoup, t'es une grosse consommatrice de musique? Ah ouais, j'ai besoin d'écouter de la musique tout le temps. T'écoutes quand tu bosses chez toi, quand tu te promènes, comment t'écoutes? J'écoute. Alors j'écoute, où je me pose dans le salon et j'écoute de la musique. C'est assez important d'être dans la position horizontale et de regarder le plafond, parce que je crois qu'on ne prend pas assez ce temps-là. Donc la musique, c'est aussi cette manière... Écoute attentive. Vraiment l'écoute attentive. Ouais. Je peux mettre un Glenn Gould tout à coup, m'allonger, ou pourrais mettre... j'ai tellement écouté... Keith Jarrett ou des choses comme ça, mais même des choses qui bougent, mais ça dépend des humeurs, mais marcher avec la musique dans les oreilles. J'ai eu un Walkman, je fais partie de cette génération du Walkman. C'était merveilleux cet objet. Ouais, c'est clair. C'était merveilleux. Ouais, puis tu partais avec une cassette et tu te la faisais toute la journée. Là, tu changes d'humeur, tu continuais à te taper la même musique et t'étais forcé. Là, maintenant, tu passes ton temps à changer avec le streaming. Mais bon, c'est un autre plaisir. C'est un autre plaisir. Je regrette juste de ne pas avoir plus essayé, parce que j'ai fait un tout petit peu 2-3 fois, j'ai essayé de mixer et j'aurais aimé apprendre les platines et être un peu plus à l'aise. Une nouvelle corde à ton arc. C'est quand même assez chouette de mettre de la musique en soirée, de faire danser les gens. C'est quand même incroyable. Donc voilà. Donc moi, je suis très, très curieuse. J'écoute tout, j'aime tout. Mais pour revenir au cinéma, c'est vrai que quand je vois, à l'époque, j'étais jeune comédienne, donc avant le film d'Agnès Varda, La double vie de Véronique, là, j'ai eu un choc. La musique, le lien sûrement au chant aussi. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai regardé n'importe quel film de Krzysztof Kieślowski. Il n'y a pas de la figuration, un petit rôle, un truc que je peux aller faire. Et la première fois que je mets les pieds sur un plateau de cinéma, c'est pour Krzysztof Kieślowski, à cause de La double vie de Véronique, et grâce plutôt à la musique. Vraiment. C'est exactement la question que j'allais te poser, effectivement. Quelle était la première fois où, j'aime bien cette image où ton oreille se connecte avec ton œil et où tu comprends que la musique apporte une émotion particulière à ce que tu es en train de regarder, et où derrière tu vas chercher, par exemple, alors quelle est cette musique, et où il y a la connexion entre la musique et l'image. Tu l'as dit, donc c'est pour ce film-là. Ouais, et ça c'est comme actrice, mais c'est vrai qu'avant,
complètement inconsciemment. Je pense que quand même, comme spectatrice jeune, là encore une fois, alors moi j'ai aimé la comédie musicale, j'aimais Grise, toutes les comédies musicales de mon enfance, vraiment. Je pense qu'aussi le cinéma d'animation et Disney qui a quand même été malheureusement... Un jour, mon prince charmant viendra. Donc, on a un peu modifié. C'est-à-dire que Disney, depuis, a évolué. Heureusement. Mais les chansons restaient belles, cependant. Voilà. Oui, même si les paroles... Voilà. Donc, c'était moins ça que j'aimais. Mais alors, le livre de la jungle, c'était dingue. C'était pour moi un vrai album de jazz. Je peux écouter encore de temps en temps. T'en as tellement de versions. Pour être heureux. Tu vois, j'ai vraiment... mais même Star Wars, mais même tous les films. C'est-à-dire que je crois quand même que la musique, depuis toujours, j'y étais sensible, en tout cas, comme spectatrice déjà jeune, et je me souviens de voir Mission et de me dire mais c'est quoi cette musique des Ave Maria, et ça c'est composé, je suis allée chercher. C'est ça. Déjà jeune, j'étais sensible à ça, j'achetais déjà des disques, donc vinyles de musique de film, donc je pense que j'étais déjà sensible. Gros succès Mission en vente de disques. Ça a été, celui-là il a été extrêmement Non mais il y en a eu pas mal, et alors après comme productrice aussi, donc comme actrice, mais comme productrice, j'y étais forcément très sensible, et de me dire, c'est quelque chose qu'on ne travaille pas assez dans nos métiers, quoi. Alors c'est justement une question qu'on voulait te poser. En tant que productrice, quel est ton rôle et comment aimes-tu travailler avec le réalisateur sur le choix du compositeur, de la compositrice, des musiques de synchro, etc., etc. Comment tu t'impliques là-dedans ? Alors écoute, c'est ça qui est assez formidable, c'est pour ça que c'est sans fin le festival, mais chaque cas est différent, chaque réalisateur, il y en a qui sont très sensibles à la musique, d'autres pas du tout. Moi j'essayais en tout cas de me dire que c'est comme un budget de film, il faudrait un budget quasiment séparé pour la musique, parce qu'on peut très bien faire un premier long métrage avec une envie de musique symphonique, effectivement des très gros budgets, et inversement. On le voit, on peut aussi acheter des synchros de manière un peu maligne. Or, quand on voit Tarantino, quand il commence, il ressort des tubes, il va chercher des choses qui ne devaient pas coûter très cher à l'époque, à mon avis. Et c'est pas pour des raisons budgétaires qu'il a fait ça, c'est ce que tu dis, que ce soit c'est décorrélé. Ouais, c'est complètement décorrélé. Ouais. Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne mette pas ce budget de la musique séparé du budget du film. Or, aujourd'hui, c'est annexé, c'est un pourcentage. En fonction du budget du film, on aura plus ou moins un budget qui est plutôt moins que plus. Et ça m'a frappée comme productrice. Quand j'ai commencé, je me suis tout de suite dit, je me souviens avec Chabi Molia, justement, il avait fait cette bande son, il avait envie de groupes qui travaillent en amont, qui réfléchissent. J'ai enregistré d'ailleurs, puisque je jouais dans ce premier film de 8 fois debout, un des morceaux avec Hey My My à l'époque, et on avait bossé en amont. Donc j'avais cette envie-là comme productrice, d'aider, de permettre à des réalisateurs d'avoir ces moyens en amont. Et c'est là où j'ai été très surprise au fur et à mesure des rencontres, que c'est pas si simple, que parfois certains réalisateurs ont un peu peur, ne connaissent pas. De l'importance aussi des superviseurs musicaux. Moi, je pense que c'est super pour les producteurs, parce que moi, je n'y connaissais rien en contrat. C'est quand même pas du tout les mêmes contrats que dans le cinéma. J'avais bossé comme une dingue pour comprendre tous les couloirs de récupération, tous les contrats du cinéma. Et là, tout à coup, je fais « Ah ouais, alors d'accord, le contrat de musique, un nouveau type de contrat. » Je prends un peu la défense des superviseurs musicaux, parce que c'est vrai que souvent, on va le réduire à la clearance, etc. au contrat. Ce n'est pas que... c'est important de le préciser. Et puis c'est un apport, parce que ça permet d'être... Même si c'est extrêmement important et qu'effectivement, c'est très particulier, le droit de la musique, et en France et à l'international, donc ça crée des... Non, mais après, on peut apprendre. Moi, j'ai appris, j'ai mis du temps, vraiment du temps. Mais ce qui est intéressant d'un superviseur, c'est que c'est quelqu'un qui aussi permet, parce qu'il connaît beaucoup de monde, de trouver la personne juste. C'est comme un producteur, pour moi, de cinéma qui va chercher les bons techniciens ou qui te présente, ou un directeur de production si tu ne sais pas comme producteur le faire. Mais enfin, c'est ce lien à les bonnes personnes, avoir des idées, connaître aussi. Être l'interface entre c'est un peu le chef d'orchestre. Ouais, c'est ça. C'est l'interface entre le réalisateur, le compositeur, les maisons de disques, ce rôle. La réalité économique aussi. Absolument. C'est beaucoup de sujets. C'est pour ça que je me permets d'en parler, parce que Antoine ne le dira pas, parce qu'en tant que superviseur musical, il ne va pas oser le dire. Mais c'est vrai qu'en France, on met souvent le superviseur musical un petit peu derrière, alors que les films américains, tu as le superviseur musical qui est au début du générique, etc.
compositeurs. Absolument. En France, je trouve qu'on ne met pas assez en avant les compositeurs. D'où la raison pour laquelle j'ai monté Sœurs Jumelles. Mais c'était très important pour moi aussi de raconter le superviseur musical parce que, encore une fois, Tarantino, il n'y a pas forcément de musique originale. Donc, il y a forcément quelqu'un qui a fait toutes ses recherches, même si lui est très sensible, justement. J'avais envie que ce soit autant les compositeurs que les superviseurs, que tout le travail que peut faire une monteuse. C'est pour ça que quand on fait venir, moi j'appelle ça les métiers de l'ombre, mais pour Tralala par exemple, ils étaient venus avec toute l'équipe, les superviseurs, le producteur musical. On ne se rend pas compte du travail des métiers de l'ombre. Ça peut être la monteuse image qui parfois est très sensible à la musique. Donc c'est ce travail-là fait avec un superviseur qui coordonne, qui écoute, qui comprend, qui suit le projet. Enfin voilà, c'est bien pour ça qu'on a monté Sœurs Jumelles. C'était pas pour dire on fait un festival de grands compositeurs de musique, de films et de cinéma. Pas du tout. C'est toutes les musiques, toutes les images, comment ça se marie. Et il y a 1000 façons. Il n'y a pas que à la composition, la bande originale. Évidemment, il y a ça, mais il y a aussi tout ce travail qui se fait et comment ça se fait. Quel feeling, toi, avec ça, justement, entre la musique originale et la synchro? Est-ce que tu as une sensibilité particulière? Est-ce que tu as déjà remarqué que tu étais sensible plutôt à certaines scènes où il y avait de la musique originale, ou tu as remarqué que finalement, c'était de la musique préexistante qui pouvait te toucher plus dans le cinéma? Ah non, mais moi, j'aime vraiment les deux. Et vraiment, c'est-à-dire qu'à la fois, quand le titre est bien choisi, à un moment donné, qu'il y a une synchro qui est... Parfois, c'est « waouh, qu'est-ce que c'est ?» Mais je me souviens même de Loïc Dury avec Cédric Clapiche qui avait fait sur Chacun cherche son chat. J'avais acheté pour les titres parce qu'il y avait des trucs que je voulais. Enfin, d'ailleurs, il y avait Daffrey Funketeers qui était Eric Rugg, qui était donc... Je ne savais pas, qui était lié à cette époque de la house music qui me touchait. Mais... un peu ce que fait Tarantino, en fait, aussi, donc dans cette même veine de... Et en même temps, quand j'entends... et d'ailleurs, je trouve qu'une bonne musique, c'est qu'elle est complètement... c'est charnel, quoi. C'est complètement organique. Organique avec le film. Moi, si je commence à voir les décors, à voir les costumes, à entendre la musique séparée de l'objet, je me dis donc il y a un problème. C'est que la magie n'a pas opéré. C'est que ça doit être complètement ensemble, comme quelque chose d'organique et osmose. Osmose. Alors, je me souviens de travailler, comme j'étais fan de lui, je produis un film palestinien avec Rouge International, qui s'appelait Fix Me. On est allé à Sundance, de Raed Andoni. Et alors, on va vous dire, film palestinien, allez, du Oud, le trio Joubran, il est allé, Eric, les rencontrer, ils ont travaillé ensemble. Et la musique électro, les sons qu'il est allé chercher et la façon dont il a fait la musique de ce film, on était dans la tête du personnage. On l'entendait, ça résonnait avec lui, mais vous l'entendez pas, la musique. Et pourtant, il a fait un travail de dingue. Et c'est ça que j'aime, c'est-à-dire quand tout à coup, un musicien, qu'il soit compositeur de musique ou qu'il ait un groupe, mais que tout à coup soit en phase avec une œuvre, avec un réalisateur, avec un projet, se met à travailler de manière organique sur les images. Les deux deviennent indissociables, en fait, c'est ça. Les deux s'apportent. Ouais. Les deux s'apportent. Il y a même des films où il n'y a presque pas de musique. Et il faut très peu, un morceau, et ça me paraît formidable, et ça suffit. Donc ça ne veut pas dire... la musique, on va en mettre des tartines tout le film. Non, chaque œuvre est spécifique. Et donc, ce que j'aime, c'est ça, moi, c'est quand c'est organique. Et il manque, je trouve, un endroit où ça se rencontre. Le superviseur sert à ça. Et puis, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce lieu, pour se dire, tiens, les superviseurs, on va leur faire avec les gens d'image, on va se dire, tiens, il y aura un endroit, c'est chez vous, c'est pour vous, et vous pouvez vous rencontrer, vous parler. Et que c'est comme ça qu'est née Sœurs Jumelles. Est-ce que tu peux nous parler de la collaboration avec Audrey Ismaël sur Olympe de Gouges? Mon petit doigt m'a dit. Donc là, c'est après la productrice et la réalisatrice avec Mathieu Luçon. Tu as beaucoup de cordes à ton arc, donc c'est vrai que c'est compliqué de les tirer toutes en même temps. Non, mais c'est vrai que ça m'a aidé d'avoir produit et donc de comprendre. Parce que vraiment, comme productrice, j'ai vu des choses aussi très compliquées. Je me souviens d'une relation sur un film où les superviseurs ou les compositeurs partaient en claquant la porte, en disant « ça, plus jamais !» de me dire « oh mon Dieu, on va jamais y arriver sur ce film !» C'est pas toujours facile. C'est certain que même avant, c'est-à-dire dès l'écriture, je réfléchissais à la musique. Alors là, pour le coup, je dois avouer que ça a été une belle expérience, ou peut-être que c'est ma sensibilité. Mais là, très tôt,
J'ai appelé Audrey Ismaël, on en a parlé avec Mathieu Busson, mon co-réalisateur, et j'avais cette envie, c'est la force aussi de Audrey, c'est-à-dire qu'à la fois, elle vient un peu du côté rock, enfin, elle a cette formation, et d'aimer le violoncelle. Moi, j'avais envie de violoncelle, de voix, et pas, puisqu'on parle d'une femme, Olympe de Gouges, mais il y a toute une histoire dans le film, j'avais envie de voix d'enfant. Petit aussi, peut-être Madeleine avec Mission, probablement, de musique de Ennio Morricone, mais j'avais cette envie-là. Et donc, elle est venue, elle a lu très en amont, parlé aussi avec Mathieu, parce qu'on est deux, et c'est ça qui était hyper intéressant. À la fois qu'il y ait des couleurs, parce qu'on c'est sûr que la musique permet d'avoir les airs de chaque personnage ou de chaque émotion. Et puis, on a parlé très tôt de ses voix, de cette maîtrise d'enfant. Et c'est là où, en rencontrant Thierry Esquèche, qui est un compositeur de musique classique contemporaine que moi j'adore, m'a parlé de cette maîtrise de Toulouse, qui avait eu un prix. Le prix, c'est un prix des chorales que donne la famille Bettencourt. Je crois la Fondation Bettencourt remet des prix aux chorales. Et là, je découvre, Thierry Esquèche me dit qu'une des meilleures maîtrises est celle de Toulouse, comme on tournait dans la région Occitanie. Très tôt, je dis à Audrey, il faudra qu'on aille enregistrer les voix là-bas. Et on a fait cet enregistrement qui était magique. Mais avec une chorale d'enfants ? Avec une chorale d'enfants. Et c'est un Anglais qui la dirige. Oh, c'était incroyable. On a fait beaucoup de choses avec eux. Je regrette même. Je voudrais qu'on sorte tous les enregistrements de cette journée dingue que ce soit carrément un album que de ces voix qu'on a enregistrées tellement c'était beau. Et on peut pas tout mettre dans un film. Bon, après, ça se raconte, donc ça se monte. Donc évidemment, il y a des frustrations. Et en même temps, je crois que la musique vraiment accompagne les émotions et accompagne Olympe. Je suis super fière de la musique, super fière. Et la première projection qu'on a faite, il y a pas mal de gens qui me disent « Ah, la musique est incroyable !» Donc, on a hâte de voir et d'écouter. Comment tu l'as rencontrée, Audrey ? Mais Audrey, je l'ai rencontrée grâce à Sœurs Jumelles. Je l'ai vraiment rencontrée parce que très tôt, j'ai voulu que les troisième autrices, les compositrices, j'ai vu que venait d'être créée, en même temps qu'on créait le festival, cette association des compositrices, troisième autrices. Et là, je les ai appelées en leur disant nous, on veut absolument qu'il y ait la parité sur les tables rondes, dans les débats, et de vous mettre en avant me paraît quand même hyper important parce que vous êtes 6% de femmes dans la musique à l'image. Donc, you are my guest. Vous serez toujours mes invités tous les ans. Pour moi, c'est très important que vous soyez présentes. Et elles ont fait toute une petite délégation avec Julie Rouet. Elles sont arrivées, elles étaient en nombre avec Delphine Ciampier-Ellis. C'était génial. Et je les ai toutes découvertes. C'était magique. Et puis, après... C'était aussi ce mélange violoncelle. Je pense qu'on en a beaucoup parlé avec Audrey, donc c'est comme ça que c'est venu. Mais il y a énormément de compositrices formidables. Donc maintenant, de temps en temps, quand je rencontre des projets, par exemple là, un projet sur du matrimoine, un projet d'animation, je me souviens de dire au réalisateur... Tu sais, ta troisième autrice, et donc je lui montrais tout leur profil sur Instagram. C'est-à-dire que maintenant, on peut aussi aller voir les musiciens sur Instagram et je lui dis, regarde, écoute ça, et elles postent leur travail. Et ça, c'est un nouvel outil aussi, quand on parle de musique et image à Sœurs Jumelles, c'est autant la musique à l'image que l'image à la musique. Moi, je voudrais aussi qu'on parle de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les musiciens classiques, le fait d'avoir Instagram, ils ont une visibilité qui n'était pas forcément évidente. Il y a la question... du clip qu'on connaît, l'image à la musique, le clip, mais il y a aussi le documentaire musical qui, grâce aux plateformes aujourd'hui, a une vraie visibilité, donc ça change. J'ai l'impression en tout cas que Orelsan, son image a changé après le documentaire fait par son frère. Donc c'est hyper intéressant les documentaires musicaux, mais avant, pour les voir, ça passait en salle ou c'était plus compliqué. Là, aujourd'hui, avec les plateformes, c'est génial, ça permet une vraie visibilité. Donc, je trouve que dans les discussions qu'on a sur l'image à la musique, les réseaux en font partie aussi. Et donc, ça m'arrive de montrer ou d'aller dire mais s'il existe des super compositrices, tiens, regarde. Tu œuvres pour les compositrices, c'est bien. J'essaye. C'est vrai que par rapport il y a quelques années où, ne serait-ce que pour produire de la musique, il fallait aller en studio, la démarche était très longue, très pénible, très difficile en tout cas. Et pour la montrer, c'était également très compliqué. Aujourd'hui, que ce soit pour fabriquer la musique ou pour, comme tu dis, la partager avec un grand nombre, c'est plus facile et peut-être que ça va aussi faciliter
cette découverte de compositrices qui ne serait pas arrivée par une voie plus académique. Il y a même la question du présentiel versus non présentiel. Je pense que le Covid est passé par là, donc les réseaux sociaux ont une autre image, mais il y a aussi la question du concert, la question de se filmer, la question donc de l'image à la musique, elle est aussi importante. On parlait de De Laurentiis, je pense que la façon dont elle raconte tout son travail, ça peut être suivi sur les réseaux sociaux, mais aussi comment on filme les concerts différemment, comment on ouvre un plus large public et tout. Oui, mais aussi c'est une autre façon de faire du clip. C'est-à-dire que tout à coup, un live session, comment ça s'appelle ce Colors, tu vois, les Allemands ont mis en place ça, Colors. C'est assez formidable parce que c'est une autre vision de quelqu'un où on met en place, même pour la danse, donc des vidéos de danse, musique composée pour la danse, filmé pour la danse, ça c'est tout nouveau aussi. Avant c'était vraiment, la danse, on allait la voir au théâtre. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de changer. Quand je dis musique et image, c'est toutes les musiques, toutes les images, je parle aussi de ça. C'est pour ça que dès le début, il y a toujours une rencontre artistique à Sœurs Jumelles sur la danse. La première année, c'était Koki Nakano qui compose pour la danse, c'est Rossi qui filme, on racontait ça. La deuxième année, c'était Sylvie Guilhem, et là, cette année, c'est Damien Jallet, parce que c'est lié évidemment au film de Jacques Audiard, mais de raconter aussi que la danse fait partie de cet ensemble-là. Marion Motin, c'est quand même assez impressionnant ce qu'elle fait. J'espère qu'elle sera là l'année prochaine, parce que là, il y avait Avignon. Tu es déjà sur ta programmation de l'année prochaine. Ouais, je suis déjà sur l'année prochaine. Mais bon, bref, c'est ces rencontres, en tout cas, de dire que l'image à la musique est en train d'être bouleversée, et ça, c'est vraiment super chouette. Est-ce que tu peux nous raconter comment est venue l'idée du festival Sœurs Jumelles ? Le point de départ de tout ça. Alors, le point de départ, vous allez rire, mais je vous promets que c'est passé par le droit d'auteur. Donc, les 3 auteurs, scénariste, réalisateur, compositeur, le compositeur 3e auteur. Et moi, j'ai des fils qui ont maintenant 24-25, mais qui étaient vraiment... ils sont complètement dans ce monde virtuel, dans les réseaux. Ils écoutent les podcasts. Hello. Ils ont raison. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Salut les gars. Ils ont une autre façon complètement j'aime pas ce mot, mais consommer la culture et de manière très transversale. Et donc, font des petites vidéos, sont avec les youtubeurs, enfin toutes ces façons de faire. Et donc, je les vois faire une vidéo et puis tout à coup mettre de la musique. Et puis là, interdit d'utiliser. Pourquoi, maman, on nous interdit d'utiliser la musique ? Je dis, parce que je te signale que derrière, il y a un auteur et la question du droit d'auteur. Et c'est drôle parce que c'est venu par là, parce que moi, j'ai eu des grosses discussions sur le piratage. C'est pas la même chose que parce que tu as connu la génération Napster, etc. aussi. Donc, nous, on a j'ai vraiment vu ça. Et très vite, de me dire, en plus, ils sont, eux, complètement dans le monde virtuel. Il y a toutes ces IA qui arrivaient. Et donc, comme une anticipation, je sais pas, c'était assez fou, de discussion, de me dire, mais en fait, la musique a été percutée par les plateformes avant l'image. Là, ça va arriver pour l'image. Donc, c'était avant le Covid, l'idée de Sœurs Jumelles, mais ça a été très vite rattrapé. Les plateformes sont arrivées, effectivement. Et c'est venu de cette envie de discussion de ces deux mondes, de dire, je pense que la musique peut nous apprendre des choses, et nous, il y a certaines choses sur lesquelles on est mieux structuré ou peut-être différemment. Est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit où on pourrait échanger, parler, apprendre ? Et se comprendre, puisque tu vois, tes enfants ne connaissaient pas le droit d'auteur, enfin, n'imaginaient pas ça. Ils pensaient pour l'image, ils avaient bien compris qu'ils pirataient un film, mais ils n'avaient pas compris que la musique, derrière, il y a des auteurs, des compositeurs. Donc, grosse discussion. Et aujourd'hui, avec le jeu vidéo, donc, c'est pour ça d'ailleurs avec tes enfants, tu fais un festival derrière. Dis donc, moi je leur explique les choses simplement. Alors après, évidemment, c'est lié à Rouge International, ma boîte de prod. J'avais les éditions musicales. C'était quelque chose où je voyais que c'était quand même pas simple, cette rencontre-là non plus. Je me disais, il y a 1000 raisons pour lesquelles j'ai eu envie de faire ce festival. En plus, à Rochefort, parce qu'il y a un studio d'enregistrement et de post-production, donc musique-image, et je trouvais aussi important de raconter le studio d'Éric Debègue, c'est ça. Et c'est comme ça que tu as rencontré Éric. Et j'ai rencontré, et c'est pour ça que ça s'est fait à Rochefort, parce que c'est une des raisons pour lesquelles on est à Rochefort. Évidemment, le duo de Legrand, et pour moi, la musique et l'image sont sœurs jumelles, mais aussi le studio. Parce que pareil, sur le studio d'enregistrement et sur aujourd'hui, la façon dont ça bouge, ça change, je trouvais important de mettre en avant un studio d'enregistrement. Bon, moi, là, on est dans un studio. J'habite à côté du studio Ferber, mais Absolument. J'aime énormément
Magnifique studio. On a été enregistré il n'y a pas longtemps avec Antoine là-bas. À un moment, ça souffrait, et les studios ont commencé à souffrir. La question des enregistrements, enfin bref, tout ça fait que nous nous retrouvons à Rochefort. Et je me dis qu'il y a des sujets, mais il y en a tellement. Donc, c'est ce qu'on appelle nos rencontres professionnelles à Rochefort. On a des tables rondes, des débats, des grands débats, des sujets, mais à chaque fois avec musique-image et le point de vue des deux industries sur chaque sujet. Ce qui est très intéressant, c'est que le point de départ du festival, qui est donc l'explication pour tes fistons de ce point d'explication du droit d'auteur, tu as réussi à le faire perdurer et exister dans le festival. Parce que pour les gens qui connaissent pas, le Festival Sœurs Jumelles, c'est un festival, donc comme tu dis, il y a beaucoup de tables rondes. Il n'y a pas juste un concours de cinéma, enfin voilà. Ouais. Il y a vraiment une vraie pédagogie, que ce soit pour les professionnels. Comme pour le grand public. Comme pour le grand public. Ouais. C'est très ouvert. Et donc tu as réussi à aller jusqu'au bout, parce que des fois on a une idée de départ, et puis malheureusement elle peut se diluer dans non, mais là, vous avez tenu ce truc-là. Oui, parce que évidemment les professionnels ont des tas de choses à se dire, mais le grand public et évidemment les passionnés. Enfin, mes fils sont passionnés. En plus, eux commencent à créer des jeux vidéo. Je suis même en train de réfléchir, mais on en reparlera une autre fois, à un moyen de les faire se rencontrer. Eux aussi, c'est de la musique à l'image. Cette jeune génération, parce qu'ils cherchent, ils sont pas toujours dans le système, on va dire, commercial. Donc, on est même en train de réfléchir à ça. Mais l'idée du grand public, c'était, on va faire ce qu'on appelle des rencontres artistiques, puisqu'il y a les rencontres professionnelles. Et là, c'est les pros qui viennent, donc c'est dans un théâtre, il y a ils viennent raconter leur rapport. Donc, quand c'est des gens d'image à la musique, quand c'est des gens de musique à l'image. Et l'idée, c'est vrai que moi, je n'avais jamais entendu Amel Bent parler de l'image et de son image. Elle est venue faire une rencontre artistique. Je pense que c'est un autre point de vue sur elle. Là, Jacques Audiard va venir parler de son rapport à la musique, ou Thomas Caillet, ou Anne Dudley, qui est musicienne, qui fait de la musique à l'image, mais qui avait un groupe Art of Noise, vient parler de son rapport à l'image. J'essaye de parler de la musique à l'image dans les deux sens. Enfin, vraiment avoir à chaque fois une rencontre pour le grand public. Et comme malgré tout, tous ces artistes viennent, je me dis, ils vont présenter leur travail. Donc, les réalisateurs présentent leurs films en avant-première, les musiciens viennent faire des concerts et raconter leur rapport à la musique et à l'image. Et c'est ça l'idée, quoi. C'est ça. Et c'est ça qui manquait. Et c'est marrant parce que c'est pourtant assez évident, mais comme souvent les bonnes idées sont assez évidentes. Vous avez vraiment rempli un vide, en fait, parce que des festivals de cinéma, il y en a. C'est quand même pas le premier. Des festivals de musique, il y en a aussi. Mais vous avez trouvé effectivement cet axe qui est... Il y en a d'autres, des festivals de musique à l'image, mais celui-là, je le trouve particulier. C'est pas musique à l'image, tu vois. En fait, il existe, comme tu dis, plein de festivals de musique, plein de festivals d'image, mais dans un festival d'image, les compositeurs sont là, mais on les voit à peine, c'est pas vraiment un endroit où ils peuvent rencontrer les gens d'image. Et un festival de musique, les gens d'image sont là, mais enfin, en général, ils dansent dans la fosse où ils sont en train d'assister au concert, mais peu en train d'échanger. Et donc, l'idée, c'était... Et puis, il y a des rencontres pro, ça existe, mais il n'y a pas toujours le grand public dans ces rencontres pro. Et je me dis, essayons de faire plus qu'un festival de musique, plus qu'un festival d'image, mais un endroit vraiment où ça se rencontre, mais des deux côtés. Alors, on fait pas de ciné-concert parce qu'il y en a partout et parce que les ciné-concerts, c'est vraiment la musique à l'image. Et moi, c'est pas ça. C'est musique, image sont sœurs jumelles. Donc, il y a des concerts, il y a des projections d'avant-première de films ou de documentaires musicaux, ou voilà. Et la rencontre des deux, c'est-à-dire la musique parle d'image et ceux d'image parlent de musique. Donc, c'est un endroit où ça doit s'échanger. Ça doit se partager. Et c'est le cas. Hein. Et pour y avoir participé déjà 2 fois, ça marche très très bien. Et on a hâte d'être là pour la 3e. Qui sera quand alors du coup? C'est peut-être le moment de... C'est du 25 au 30 juin, donc fin juin, parce que l'idée c'était que ce soit après tous les festivals d'images. Il y a quand même Cannes, il y a Annecy, il y a les Lions, parce qu'il y a aussi la pub dans musique et images. Il y a ce mariage-là qui est quand même assez incroyable. Donc, il fallait que tous ces festivals soient passés. Donc, fin juin, juste après la fête de la musique, et la dernière semaine de juin, et avant tous les grands festivals d'été, les Francopholies qui sont pas loin. Il y a beaucoup de festivals de musique tout l'été. Et puis, il fallait quand même qu'il fasse un peu beau parce que c'est des grands concerts, il y en a en extérieur. Alors ça, on a un gros doute sur cette année, sur le temps. Mais si, il va faire super beau. Et quelles sont les nouveautés un petit peu cette année? Quels sont les apports que vous avez amenés? Tu parlais de table ronde, tu parlais de speed dating. Qu'est-ce que tu as amené? Oui, les speed meetings, les pitch sessions, c'est-à-dire les speed meetings vraiment pour que ça se rencontre dans ces deux mondes.
monde, avec aussi une spécificité, parce qu'on s'est rendu compte que ça n'existait nulle part. C'est les boîtes de jeux vidéo qui viennent rencontrer aussi des superviseurs, des compositeurs, parce que ce mariage-là, il est encore plus difficile, plus lointain. Et donc moi, j'y crois vraiment. Et ça permettra aussi aux gens du jeu vidéo de comprendre que derrière, il y a des auteurs et que peut-être quand même, c'est hyper intéressant de faire des contrats d'auteurs comme Olivier de Rivière a pu le faire. Donc, il sera là, il fera un partage d'expérience. Il y a ces pitch sessions. Quand je dis pitch sessions, en fait, c'est des prix qui sont donnés, Sony Music Publishing, qui dotent des prix. C'est vraiment c'est de l'argent donné pour la musique d'un long métrage, d'une série ou d'un documentaire. Ça, c'est nouveau, ça, il n'y avait pas les années précédentes. Non. En fait, on voulait le faire, mais tout ça prend toujours un petit peu de temps. Il fallait... Voilà, moi, je pense que... Avant de commencer à courir, un bébé, il apprend à marcher. Donc, on a fait étape par étape. Et moi, j'essaie d'aller... Ouais, mais on y va étape par étape. Et là, c'est vraiment chouette parce qu'il y a des très beaux projets qui ont été inscrits, que ce soit de films. Alors, moi, on pourrait dire unitaire, mais enfin, c'est des films qui peuvent être cinéma, plateforme ou télé. Que ce soit les séries, pareil. Alors, pas télé, mais plateforme ou télé, ou le documentaire, cinéma, d'animation ou de live action. C'est 10 000 €, 5 000 €. Enfin, c'est quand même un vrai montant pour la musique, pour quand on connaît les budgets, c'est important, oui. Oui, puis on peut aller en chercher ailleurs. Voilà, il y a le CNC qui donne des prix, la SACEM, voilà, c'était un complément. Mais les speed meetings, ça fait vraiment partie de l'ADN de Sœurs Jumelles. C'est-à-dire que c'est la rencontre. Ça se faisait de manière informelle. Là, on a vraiment pris une salle, il y a des petites tables, on peut s'inscrire. Et on a vraiment 10 minutes avec chaque personne. C'est vraiment un moyen aussi de prendre le temps de se rencontrer de manière un peu plus surprenante, quoi. Ça ouvre, je pense... Moi, je le faisais beaucoup quand j'étais productrice dans les forums de coproduction. Et c'est toujours hyper intéressant. On ne connaît pas toujours les distributeurs, on ne connaît pas toujours les producteurs. Donc, c'est hyper intéressant de faire des rencontres. Et après, dans les nouveautés pour le grand public, il y a aussi l'église. On a ouvert une église pour la musique classique, vraiment la musique acoustique classique. Donc, il va y avoir Alexandre Tarot qui vient faire son album sur la musique de film. Mais c'est toujours un petit peu plus chez nous, c'est-à-dire qu'effectivement, il va un peu aussi raconter tout son rapport. C'est lui qui avait été les mains de Raphaël Personnaz pour Ravel, pour le Boléro d'Anne Fontaine. Donc il y a aussi pas mal de sujets autour d'Alexandre Tarot. Il va y avoir Chani Di Luca, qui est une grande pianiste, Marina Chiche, Félicien Brut, qui est à l'accordéon, fait du Piazzolla, avec la garde républicaine, l'orchestre d'harmonie. Marina Chiche, c'est sur Nadia Boulanger. Parce qu'en plus, on a forcément la transmission chez nous. Moi, je veux que vraiment les jeunes soient là. Et donc, les premières parties, c'est des jeunes concertistes de l'École normale de musique, Cortot, qui viennent faire la première partie pour qu'on vienne découvrir des nouveaux jeunes concertistes. Et Marina Chiche, c'est sur Nadia Boulanger, puisque Nadia Boulanger était une professeure de l'École normale de musique, Cortot. Donc tout ça fait un peu sens. Moi, ça m'amuse, je fais des liens. Personne ne verra, mais bon, voilà, moi, ça m'amuse. C'est comme ça que tu construis tout. Ouais, je m'amuse. Tu dois jouer du Piazzolla, parce que élève de Nadia Boulanger, parce que Marina de Chiche va parler de Nadia Boulanger. C'est compliqué dans ta tête, parfois, tous les liens comme ça. Chani Di Luca me dit, je vais faire Philippe Glass. Ah bah oui, Philippe Glass, élève de Nadia Boulanger. Donc voilà, c'est des liens qui, moi, m'amusent. Et puis, Alice Taglioni, qui joue du piano, vraiment très très bien, et qui a tout un projet. Enfin là, elle va... Alors, pour tous, c'est des concerts qui nous racontent son projet. Elle va monter un spectacle autour de la musique de film. Voilà. Elle compose de la musique de film. Je savais pas du tout qu'elle était pianiste. Elle compose, absolument. D'accord. Un jour, comme quoi, les réseaux sociaux, elle poste un petit morceau qu'elle joue, et un réalisateur l'appelle pour lui proposer de travailler avec lui, venir enregistrer un morceau, je ne sais plus pour quelle raison. Enfin, un réalisateur lui propose, et ce qui était très drôle, et ce que m'a raconté Alice, c'est qu'il lui dit, et alors c'est de qui le morceau? Et là, elle dit, de moi. Il fait, comment ça, de toi? Oui, c'est moi qui l'ai composé. Incroyable, et c'est comme ça qu'elle a fait sa première musique de film. Tu viens d'en parler là, des réseaux sociaux. Vous faites un gros travail également sur Instagram au niveau des Sœurs Jumelles. Je vois pas mal de choses qui s'y passent. C'est quelque chose que vous maintenez tout au long de l'année, etc. Vous avez un objectif cette année. Comment vous le travaillez? Vous le travaillez de plus en plus? Parce que c'est lourd à faire. Oui, c'est lourd, c'est long. Donc là, ça y est, on a mis en place toute une petite équipe pour justement continuer à l'année à mettre en avant ces liens entre la musique et l'image. On voulait au tout début faire un média. Bon,
c'est pas la meilleure période pour lancer un média, mais c'est en tout cas continuer de créer ces liens, d'être une plateforme pour créer cette rencontre. Donc nous, on veut faire la rencontre. Alors c'est pour ça, quand je disais on est en train de réfléchir à la façon dont on pourrait permettre le lien entre des jeunes créateurs. Je ne parle pas de mes fils, de jeux vidéo. Non, mais il s'avère que tu peux quand même. De films d'animation. C'est grâce à eux s'il y a le festival des Sœurs Jumelles. Voilà. Ou d'animation. Mais tu vois qu'ils font, parce que maintenant ils font des espèces de projets comme ça hybrides, et de temps en temps ils cherchent à mettre de la musique. Mais alors c'est tellement mignon, il me dit ce serait sympa qu'ils puissent poster piste par piste, parce que comme ça on pourrait nous le monter. C'est-à-dire qu'ils sont déjà en train de comprendre qu'il va falloir avoir les pistes. Et donc se dire comment je demande à. Il n'y a pas un endroit où on peut aller chercher le travail d'un compositeur et piste par piste. Et il n'y aurait pas... Je leur ai dit, écoutez, on va réfléchir, on va voir si on n'arrive pas à faire ce lien-là. Donc là, cette année, à Sœurs Jumelles, dans les tables rondes, il y a toute une table ronde sur la crypto-monnaie, sur les NFT, sur la blockchain, sur la façon dont on pourrait financer la musique et l'image autrement, ou créer des liens entre créateurs et compositeurs dans ce monde du Web3. Voilà. Donc festival, je t'en prie, le festival avance très très vite quand même sur les nouvelles tech. Ouais, en tout cas, moi, je sais que les nouvelles tech, c'est très important. On a là cette année la réalité virtuelle qu'on met beaucoup en avant, mais depuis le début, on le voit. Pourquoi l'IA, c'est compliqué et en même temps, c'est un outil. Pas en avoir peur pour les créateurs. Donc il y a évidemment une table ronde sur ce sujet. D'abord sur les droits, sur la question des droits, avec Pascal Regard, Isabelle Weckstein, des gens vraiment pointus. Mais il y a aussi la question de la création, les outils. Évidemment, musique, image, on peut s'apprendre et on a des outils. On a cette question du droit d'auteur. On a vu qu'à Los Angeles, ils avaient fait grève pendant un long moment. Donc c'est pas anodin, l'IA, dans nos industries. Et c'est des dans aucune industrie d'ailleurs. Ces tables rondes. Et dans aucune industrie, parce que même dans la médecine, partout. Et donc, toutes ces questions-là, elles sont les mêmes, différemment, mais c'est une question d'éthique, c'est une question de vigilance. C'est attention, non, c'est pas liberté, ouverture totale. Et comment on fait ? Voilà. Donc ça, c'est les discussions que vous aurez. Il y a députées européennes, avocats, avocates, spécialistes de ces sujets qui seront là. Tu sais combien il y a de tables rondes en tout, à peu près, sur les... Alors, j'ai pas compté, je dois avouer. Mais il y en a une quinzaine, je pense. C'est vraiment... c'est important. Après, on essaye que ce soit de qualité, quoi. Toutes celles qu'on a eu l'occasion de voir l'étaient, puisque les intervenants sont plutôt bien choisis. C'est ce que tu disais là sur l'idée qu'il n'y ait pas de coupure entre deux festivals Sœurs Jumelles et de trouver une façon d'accompagner. Je trouve ça hyper intéressant parce que au-delà des institutions qui accompagnent, tu vois, les compositeurs, ou c'est ou les compositeurs ou les dispositifs à l'image, vous avez une place pour créer ça. Là, justement, un accompagnement, pas que financier, tu vois. Absolument. Voilà. On a fait une résidence, tu sais, de l'image à la musique, justement, avec des jeunes musiciens, artistes, qui ont entre 19 et 23 ans, qui n'ont pas encore signé dans un label, qui viennent rencontrer des spécialistes de l'image pour échanger et repartir avec au moins un très beau portrait fait par une photographe et un mini-clip, une espèce de live session filmée. Comme ça, ils repartent avec quelque chose. L'année dernière, c'était la première fois qu'on faisait cette résidence. Donc, ils sont dans leur coin. C'est vraiment dans l'Alhambra Studios, justement. Eh bien, cette année, il y en a 2 qui ont signé depuis, The Doug et Nour, qui vont faire les premières parties. Et de Thomas de Pourquerie, MC Solar, et de Étienne Dao et Voyou. Et Nour gagne, et là, on était hyper heureux, gagne au Printemps de Bourges à l'unanimité aux Inouïs. Donc, on se dit, notre... toute notre question, vous choisissez les bonnes personnes, vous les accompagnez correctement, et le travail que vous faites porte ses fruits, c'est ça qui est génial. Mais c'est aussi sur cette image à la musique, pour revenir sur ça, pour dire que c'est pas que l'image, tu vois, la musique à l'image, il y a aussi ça. Et donc, ces prix qui s'appellent Woman in Motion, Talent Award émergent, qui existent à Cannes, à Arles, pour la photo, pour le cinéma. Et là, on s'est dit, mais pour la musique. Et l'idée de Woman in Motion, de Kering, c'était de mettre en avant autrice, compositrice, interprète, parce qu'on voit toujours les chanteuses comme des interprètes, mais en réalité, il y a quand même beaucoup d'autrices, compositrices. Et donc, ils remettent ce prix pour la première fois aussi. Donc, oui, il y a tout ce côté mettre en avant, les compositeurs, parce que c'est ça l'idée, et la rencontre compositeur
créateur, c'est pour ça que je dis créateur, parce que c'est réalisateur, créateur de jeux vidéo, et ne pas continuer de le faire pendant l'année, c'est un peu dommage. On fait ses liens. Ouais. On pourrait créer des hors les murs, comme on le faisait à Angoulême ou dans d'autres endroits, et puis surtout faire une plateforme qui permette de continuer ce réseau, ce contact. Donc c'est là-dessus qu'on travaille, avec un garçon très brillant qui va travailler sur cette plateforme. Donc c'est ce que je disais, peut-être qu'un jour mes fils pourront aller sur cette plateforme, dire « Tiens, j'ai un jeu, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait faire la musique ?» On voudrait Parce que maman m'a dit que j'avais pas le droit d'en piquer une, donc... Voilà, t'es obligé d'acheter les droits. On a une petite série de questions qui clôt toujours ce podcast. Antoine, il les adore en plus, ces questions. Donc, est-ce que tu es Maria Carey ou Maria Callas ? Maria Callas. Évidemment. Désolée, hein, non mais là, non, c'est... Mais même à Noël ? Ah, peut-être pas. Non, mais j'adore Maria Carey. Mais Maria Callas, forcément, c'est mon ADN. T'es plutôt série ou film ? Film, ouais. Et tu préfères produire, du coup, des films, j'imagine ? J'ai produit beaucoup de films. J'adore jouer dans la série. Mais moi, ça me prend... Je suis pas du tout capable d'attendre. Je suis pas capable d'attendre. Demain, on va regarder le deuxième. Donc, en général, quand je commence une série, je l'ai faite dans la nuit. Donc, insomnie. Donc, le lendemain, c'est difficile. Donc, j'ai très vite dit, hop, on va faire attention à la série. C'est addictif, c'est fabuleux. Quoi. Moi, tu commences, t'es obligé. Moi, je suis incapable de faire. Incapable de cutter. Je suis incapable de me dire, allez, en fait, une petite pour toi, deuxième une série, demain. en fait, c'est un film très très long, en fait. Ouais, si tu plonges dans un univers, ça développe plus. Enfin, moi, j'ai une passion pour la série, mais j'essaie de regarder peu parce que sinon, j'aurais du mal à travailler. Olympe de Gouges, il n'a pas été question de que ce soit un format plus feuilletonnant. C'est une excellente question, parce qu'effectivement, c'était d'abord une série, et pas tellement par rapport au format, mais parce que je voulais... Enfin, ce que j'aime dans la série, c'est le fait de prendre le temps et d'avoir du temps pour développer les choses, et je voulais surtout raconter les femmes dans cette époque de la Révolution française, parce qu'il n'y avait pas que Olympe de Gouges, et c'était sur toute l'Europe. Et c'est là où on ne sait pas qu'en Grèce, il y a eu une femme incroyable, qu'en Suisse, en Angleterre. Et donc, je ne voulais pas faire juste Olympe. Et surtout, même en France, elles étaient nombreuses. Donc, je voulais raconter cette période où, après cette période, ça a été un peu le backlash, puisque c'était retour à la maison, Code Napoléon, mais partout en Europe. Elles ont été... voilà. Ça se fera peut-être. Du coup, comme on a fait cet unitaire, ce film Olympe, je me dis que oui, on pourrait continuer. Là, il y aurait quand même quelque chose à faire. D'autres personnages, ouais. Voilà. Peut-être ce sera une collection qui deviendra une série. Une série de est-ce que tu aurais préféré boire un verre avec Maria Callas ou Freddie Mercury ? Ah, Freddie Mercury, quand même, j'aurais bien bu un verre avec lui. Ça me fait plaisir. Et enfin, pour les sœurs jumelles, qui rêverais-tu d'avoir l'année prochaine sur scène, que tu n'as pas eu et que tu aimerais beaucoup avoir ? Pour toi, le Graal. Alors, je sais déjà, et j'aimerais vraiment qu'ils viennent l'année prochaine, mais c'est Philippe Glass, parce que je voudrais faire venir les sœurs Labec. Elles devaient venir cette année, on n'a pas réussi, mais il y a quelque chose à faire du côté de l'église. Et du côté de la scène, j'ai 2-3 idées, mais c'est difficile d'en parler maintenant. D'accord. Parce que ce serait... l'envie, c'est de surprendre, quoi. C'est d'arriver à avoir des personnalités, c'est à la fois qui soient liées à l'image. Parce que Étienne Dao, bien sûr, j'aime sa musique et je suis hyper touchée et heureuse qu'il vienne à Sœurs Jumelles. Mais son show, il est incroyable parce qu'il a des images faites par Mathematics qui sont sublimissimes et que lui est très sensible à l'image, que personne ne sait qu'il a monté la fondation Jeanne Moreau. C'est lui qui a ressorti les films de Jeanne Moreau en salle. Donc l'idée d'avoir Étienne Dao, c'est aussi de raconter son rapport à l'image. Donc, les gens qui seront là, en tout cas, auront forcément un lien à l'image. Là, quand Clara Isé vient, Clara Isé, elle réalise ses propres clips où il manie son rapport à l'image comme ancienne mannequin et tout son rapport à l'image est hyper intéressant. Tous les invités ont un rapport à l'image qui est important pour moi. Julie, merci pour ce moment. Est-ce que tu peux nous rappeler, avant qu'on se quitte, les dates, une nouvelle fois, des Sœurs Jumelles ? Alors, c'est du 25 au 30 juin. Voilà. Prenez tous vos billets, vos places. Vous pouvez aussi aller dormir à côté à La Rochelle. Donc, c'est à 20 minutes de La Rochelle, 20 minutes de Surgères. Et il y a une navette, Rochefort, d'ailleurs, qui fait le... Et il y a la navette qui va à La Rochelle et qui revient à minuit. Alors, elle part à 14h, je crois, dans la journée. Et alors, elle revient à minuit et demi. Petite nouveauté cette année que tu nous disais tout à l'heure, il va y avoir un piano-bar
après pour continuer encore plus longtemps. Parce que ça nous intéresse beaucoup. Donc, il faut que les gens sachent. Il y a les after-soirées, il y a les pianos bars jusqu'à 4h du matin. Je pense Parfait. que là, vous plus besoin de finir chez Antoine et Raphaël. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. Non, merci.